Je suis très ravie de vous retrouver au compte de cette émission. Bonsoir et bienvenue dans l'Aparté. Vous savez, ici, ce sont les confessions, les questions décalées, mais surtout les beaux souvenirs et les belles émotions. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité de parcours très jeune et qui occupe un poste de responsabilité dans un grand département ministériel. Je vous laisse découvrir sa biographie. Fils d'Aboubacar Samparé, dernier président de l'Assemblée nationale sous la présidence Lansana Conté, Amara Samparé a décroché son baccalauréat à l'Institut Sainte-Marie de Conakry avant d'aller en France. Entre 2002 et 2004, il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisé en politique économique et sociale et une maîtrise en analyse et politique économique de l'Université Pierre Mendès France, Grenoble. Directeur de la logistique et de la sous-traitance chez Guinea Almunia Corporation entre juillet 2005 et juin 2011. Ensuite, spécialiste permis et approbation à Rio Tinto et projet Simandou, département des relations gouvernementales et du développement économique. Il a été directeur pays d'Africa Mining Service Guinée et consultant Tony Blair's Africa Governance Initiative, détaché à la présidence de la République de Guinée auprès de l'administrateur général et de l'administration et contrôle des grands projets en qualité de conseiller chargé des infrastructures et des travaux urbains. En septembre 2014, il devient directeur du contrôle de la passation des marchés et des délégations des services publics. Depuis le 26 mai 2018, il est le ministre de l'Information et de la Communication dans le gouvernement de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Retour sur ce plateau. Bonjour Monsieur Amara Samparé. Bonjour. Alors, on va directement aller dans l'émission. Vous avez fait une partie de votre enfance en France où votre père était ambassadeur. Ensuite, vous êtes rentré après la mort de Sékou Touré où vous avez eu votre baccalauréat en option mathématiques. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours à l'Institut Sainte-Marie, cette école qui vous a accueilli. C'est vrai qu'en 1984, à la mort de Sékou Touré, mon père est rentré avec quelques-uns de mes frères. Mais ma sœur et moi, nous sommes restés à Paris pour une année de plus. Et après, nous sommes passés par Dakar avant de rentrer à Conakry. Je suis arrivé ici, je crois que c'était en 1987. Et j'ai commencé mon parcours à l'institution Sainte-Marie. Je connaissais personne. Je parlais français et wolof uniquement. Aucune langue nationale de la Guinée. Donc au début, c'était pas facile. J'avais pas beaucoup d'amis. J'ai mis du temps à me faire des amis, à me faire des camarades. Mais très rapidement, j'ai suscité beaucoup d'intérêt parce que quand les premières notes ont commencé à tomber et que j'étais toujours devant, les gens s'intéressaient naturellement à moi. Donc après, c'était tout facile, c'était tout simple. Mais selon vos proches, vous étiez très brillant, mais en même temps, vous étiez très, très distrait. Comment vous avez réussi à faire les deux? Non, je n'étais pas distrait, j'étais turbulent. Turbulent. J'aimais bien animer la classe. Moi, j'aime bien me moquer, j'aime bien faire rire les gens. Donc, bon, je mettais un peu d'ambiance dans la classe. Mais c'est vrai que ça ne m'a jamais empêché d'avoir d'excellents résultats scolaires. J'arrivais à gérer les deux parce que j'ai une facilité de compréhension. Moi, il me faut 2 ou 3 minutes, je regarde le tableau, j'ai compris tout ce qui est écrit. Donc, je peux prendre tout mon temps pour m'amuser. Je sais que dès que je regarde, je comprends. Je suis comme ça. Je ne sais pas si tout le monde a cette facilité-là, mais moi, je comprends très rapidement les choses. Et vous vous rappelez de quelques anecdotes à l'école? Oh, il y en a tellement. Des anecdotes où j'ai animé la classe ou bien... Oui, quel que soit ce qui peut nous faire rire. Alors, qu'est-ce que je pourrais retrouver? Ouh là là, il y en a beaucoup quand même, hein, mais je ne sais pas laquelle je pourrais vous présenter ici. On va prendre une anecdote peut-être du lycée qui était très intéressante, où je me suis amusé à perturber mon professeur de géographie à tel point qu'il a confondu l'Est et l'Ouest à deux reprises. Bon, c'était des petites choses comme ça que j'aimais faire, quoi. Alors, comment a été votre vie à l'école? Toujours pour un fils de l'un des hommes les plus influents en Guinée à l'époque, est-ce que vous étiez le type d'élève qui influençait grâce à la position du père ou c'est parce que vous étiez brillant? Non, en fait, nous, on a éduqué dans un cadre où cette position influente, entre guillemets, n'a jamais compté. Nos parents ne nous ont jamais autorisés à en bénéficier ou à
à profiter d'un quelconque avantage. Ça n'a jamais existé chez nous. Donc du coup, à l'école, j'étais d'ailleurs pas le seul, parce qu'à l'époque, Sainte-Marie était l'une des rares écoles privées de Conakry. Il y en avait deux, l'école Victor Hugo, qui avait été créée par l'ex-premier ministre Sidi Touré, et l'institution Sainte-Marie. Et du coup, il y avait beaucoup d'autres enfants qui avaient des parents très influents, qui avaient des parents au gouvernement ou ailleurs. Donc, je ne pense pas que c'était le critère essentiel de différenciation. C'est vrai que dans la classe, je me suis démarqué des autres parce que, bon, je travaillais très bien, j'avais d'excellentes notes, de très bons résultats, mais ce n'était pas dû à une quelconque influence. Est-ce que, en parlant de votre père, est-ce qu'il vous a-t-il laissé bénéficier des privilèges du pouvoir à l'époque ou il était plutôt dur et exigeant avec vous? Dur et exigeant. Je prenais le bus tous les matins pour aller à l'école. On ne m'a jamais déposé en voiture. J'avais ma carte d'abonnement Sogetrag. Parfois, je marchais parce qu'à l'époque, Sainte-Marie, il faut rappeler que c'était juste à côté de la case de Bellevue. Et quand le président Conté recevait des chefs d'État, on barrait la route de Donka qui donnait accès à la résidence de Bellevue. Donc plusieurs fois, il nous est arrivé, avec mes copains et moi, de marcher pour entrer à la maison, de Bellevue jusqu'en ville. Donc si on avait des privilèges, moi je m'en souviens pas en tout cas. Monsieur Amara Somparé, vous êtes issu d'une fratrie de 5 enfants et avant votre départ pour la France, quand vous avez obtenu votre baccalauréat, quels étaient donc vos liens avec votre père qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale, Feu Aboubacar Somparé? Avant de partir étudier, mon père est un enseignant de formation. Il a été prof de mathématiques et il a eu le plaisir d'avoir dans sa classe des gens comme Maître Kabele, Selou Dalin, Ahmed Tidiane Soare, Mama Kani, qui est actuellement ministre du Plan et du Développement économique. Tous ces gens ont été des élèves de mon père. C'est pour vous dire un peu où se situe le niveau. Donc, il était enseignant même à la maison. Alors, j'ai eu la chance, pendant tout mon parcours du collège au lycée, d'être en permanente évaluation. C'est-à-dire avec lui, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit de vous tromper, vous n'avez pas droit d'oublier. À chaque fois que vous le croisez, c'est une interrogation orale, systématiquement. Ah ouais? Ah oui, c'était comme ça. Ah là? Mon père c'était un enseignant de formation et il aimait ça. Et il était extrêmement cultivé. Donc quand il voulait par exemple sortir faire une course, tout le monde se cachait, personne ne voulait monter dans la voiture parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la voiture jusqu'à l'arrivée, il va passer tout le trajet à vous poser des questions. Mais donc, ce qui veut dire qu'il arrivait à cumuler son temps de travail et son temps d'être père au foyer. Alors ça, il le faisait quand j'étais au collège parce que là, il n'était pas encore très actif dans la vie politique. Mais à partir de l'instant où je suis arrivé au lycée, où le PUP avait été créé, la libéralisation politique était devenue une réalité en Guinée, il a eu beaucoup moins de temps. Ça, il faut le reconnaître. Mais on avait déjà les bases. Donc nous, les plus grands, on s'occupait des plus petits. Mais on avait déjà quand même été mis sur les rails par notre papa enseignant. Et quel héritage il vous a laissé, à part matériel, qu'est-ce qu'il vous a laissé comme héritage? Mais d'abord l'éducation, la rigueur et l'excellence, toujours être le meilleur dans tout ce que l'on entreprend et veiller à ce que lorsque l'on fait quelque chose, on le fait bien ou on ne le fait pas. Il nous a aussi légué beaucoup de valeurs morales, la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité. Il nous a aussi appris à avoir pitié de notre prochain, à être généreux. Et comme il me disait toujours, tout ce que tu donnes, c'est ce que tu récolteras demain. C'est une loi mathématique, comme il disait. Et être à ce niveau pour vous, est-ce que ça vient de vos propres efforts ou ça vient de l'effort de votre père? On va dire que c'est les deux, parce qu'il faut avoir des parents bienveillants, des parents soucieux de l'avenir de leurs enfants, pour vous mettre dans un cadre et vous donner une éducation de qualité. Une fois qu'on a l'éducation de qualité, après la porte, comme disent les Anglais, la limite c'est le ciel, sky is the limit. Il faut avoir l'éducation de base, la formation, et puis après, le reste se construit par vos efforts personnels. Donc c'est pourquoi je dis, c'est un peu des deux. Ils nous ont permis d'avoir la base et la connaissance que nous avons, et après, nous aussi, on a essayé de se construire par nos efforts personnels pour arriver là où on est. Aujourd'hui, si papa était en face de vous, quel était le message que vous allez lui faire passer?
Merci de tout ce que tu m'as appris et merci de m'avoir aidé à être un homme meilleur. Alors, nous sommes avec Monsieur Amara Somparé, ministre de la Communication, dans votre émission L'Aparté. Parlons à présent de votre parcours universitaire. Vous vous êtes envolé pour la France vers 1995, où vous avez suivi vos études à l'université Pierre Mendès de Grenoble. J'espère que j'ai bien dit le mot. C'est bien ça. Et c'est là que vous avez obtenu un DESS en politique économique et sociale. Et là aussi, vous vous êtes démarqué à travers vos très bonnes notes à l'étranger. Et cet amour pour les études est une pression familiale où le chemin pour que vous-même vous êtes fixé pour atteindre votre objectif. En fait, lorsque l'on a, dès le plus jeune âge, été habitué à l'excellence, c'est-à-dire été habitué à toujours tutoyer les sommets, ça devient en fait une seconde nature. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, dans tout ce que l'on entreprend, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les études, on essaye toujours d'être au-dessus et d'être le meilleur. Ça fait partie de moi. Vous pourrez parler avec mes collaborateurs, je n'aime pas l'à peu près. Tout ce que je fais, j'aime que ça soit bien fait et que ça soit à la limite parfait. Donc, dans mes études, c'était la même chose. Je n'avais pas envie d'arriver en France. C'est vrai qu'il y a souvent un complexe d'infériorité de l'Africain qui arrive là-bas. Moi, j'ai mis ce complexe de côté. Je me suis dit, ils ne sont pas plus malins que moi. De toute façon, quand j'étais à l'école primaire, j'étais avec eux et j'étais plus fort qu'eux. Donc, ça va continuer. Et à côté de vos études, vous avez eu une très grande passion également pour la musique, ce que vous a poussé à être DJ pendant Qui vos vous a expliqué petits ça? temps entre 2002 et 2004 dans une boîte à Lyon. Et vous avez eu l'idée de suivre votre passion où l'objectif était toujours au point fixe, revenir en Guinée avec vos diplômes et emboîter les pas de votre père. Qui vous a donné ces informations-là? Mais ce sont des informations. Bon, oui, c'est vrai que pendant un petit moment, quand j'étais étudiant, on faisait beaucoup de boulot. Il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Quand on est étudiant, et c'est un peu ce que je vous disais tantôt, on n'a pas été privilégié. Les gens pensent souvent que quand on est parti étudier, tous les mois, le papa envoyait des centaines de milliers d'euros. Ce n'était pas le cas. Moi, j'allais travailler de nuit. Je bossais dans des stations-service au début. Et les week-ends, j'avais aussi un petit job dans une discothèque qui appartenait à un Guinéen de Fodekalia. Donc, on lui rendait un petit service en mixant un peu dans la boîte. Et comme j'aimais ça aussi, bon, on liait l'utile à l'agréable. Mais j'ai fait ça juste 2 ou 3 ans et puis après j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. C'était une passion ou c'était pas Oui, j'adore la musique, j'ai une passion pour la musique. Et aujourd'hui même chez moi, je suis en train de commander une platine de mixage pour que de temps en temps, quand je reçois des amis, je m'amuse à faire des mix. J'aime bien ça. Le rap, ça vous dit? Non, le rap c'est vieux ça. J'en ai fait un tout petit peu, mais ça fait très longtemps. Mais vous êtes toujours un bon rappeur. Non, maintenant je suis un bon ministre de la communication. Et si on vous demande de le faire, est-ce que vous pourrez? Là? Oui. Non, je ne peux plus faire ça maintenant. Parce que vous êtes ministre. Non, vous êtes ministre, mais après vous êtes un être humain. Sérieux? Vous avez vos passe-temps. Oui, on a fait ça quand on était jeunes. Je pense que tous les jeunes hommes de notre époque avaient une passion, soit pour le sport, soit pour la culture ou pour la musique. Moi, c'est vrai que j'aimais bien le rap. J'avais la chance de pouvoir écrire des textes cohérents et poétiques parce que j'écrivais beaucoup de poésie à l'époque. Il y avait des concours interscolaires qui se jouaient et très souvent j'écrivais le poème pour Sainte-Marie et quelqu'un d'autre le lisait, mais j'écrivais très bien. Vous vous rappelez de quelques-uns? Quelques-uns de quoi? Des poèmes? Des poèmes. Ah non, malheureusement, je me rappelle que j'avais fait un poème sur le VIH une fois parce que le thème d'un des concours c'était le VIH. Mais je ne me rappelle plus, ça c'est trop loin. Imaginez que j'étais en 9e, 10e, c'était en 91, 92. Ça fait longtemps ça. Pourtant, nous, on aimerait bien sortir ce côté de vous sur ce plateau. Ce côté de quoi? De rap? De rap, de poète. Bon, qu'est-ce que je peux vous faire? Je peux vous faire peut-être 2, 3 lyrics. Oui, oui. Donc il était une fois des gens simples, crois-moi, qui avaient la foi dans cette musique-là. Musique poétique, rythmique, angélique, amusante ou militante, elle déclenche un déclic. Ouh là là, bravo! Alors moi, j'aimerais vous faire écouter une musique. Il paraît que c'est une musique que vous aimez beaucoup. C'est laquelle? C'est une musique un peu ancienne
qui a été repris il y a quelques années. J'espère que ça va vous dire quelque chose. Ah, oui. Sorry, Kanya Kouyaté. Alors, quelle émotion cette musique vous fait? En fait, elle me rappelle beaucoup mon père parce que quand j'étais plus jeune, à l'époque c'était la Révolution, Sékou Touré, la culture guinéenne était au sommet de sa gloire. Et à Paris, souvent, ils mettaient les musiques traditionnelles guinéennes. Moi, je ne connaissais pas trop parce que je suis arrivé en France, j'avais 6 mois. Bon, j'ai grandi dans un environnement culturel complètement différent. Et heureusement qu'à la maison, ils nous mettaient de temps en temps les musiques traditionnelles guinéennes. Et celle-là, bizarrement, elle m'a toujours marqué, je l'ai toujours aimée, depuis que j'étais tout petit. Donc, j'ai grandi avec cette chanson dans la tête. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a un artiste guinéen que j'apprécie énormément, qui m'a fait la surprise de l'adapter et de la chanter pour moi. Ça m'a beaucoup touché. Et moi, je vais vous montrer une série de photos que vous allez regarder. Chaque photo, vous allez nous dire à quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher tout ça. C'est terrible. Vous allez... Ça, c'est la toute première photo. Ça, c'est ma grande sœur et moi. On avait quoi? Je devais avoir 6 ans et elle 8. C'était à Paris. Je ne sais même plus à quelle occasion on a pris cette photo-là. Je n'ai pas changé de tête. Hein. Mais il y a d'autres. Ah, je peux les faire passer? Oui. Oh, vous avez trouvé la photo là. Mon Dieu. Alors ça, c'était une fête, je crois, de Tabaski ou de Korité. On était allé saluer le grand frère de mon père parce que ça, c'est au camp. Mais ce camp n'existe plus aujourd'hui, c'est en ville. C'est le PM3. C'était un camp de gendarmerie, il habitait ici. Et toutes les fêtes, après la prière, on allait lui dire bonjour parce que c'était le frère aîné à mon père. Ils sont tous chez Dieu aujourd'hui, que Dieu ait pitié de leur âme. Et juste à côté de moi, on voit mon petit frère Idrissa. Il travaille à l'OIM aujourd'hui. Eh bien, dis donc, qui vous a donné ces photos-là? Ça, c'est Idrissa, ma mère et moi-même. Alors ça, c'était où ça? Ça, c'était à Conakry. Je crois que c'est quand on venait d'emménager à Imbaya. Ouais, on venait d'emménager à Imbaya et c'était dans la chambre de mes parents, cette photo. Mais je ne me rappelle plus c'était à quelle occasion. Peut-être que je devais sortir probablement parce que je suis bien sapé derrière là. Sapé à l'époque, quoi. Alors, ça, c'était à Sainte-Marie. C'était lors d'une kermesse. Et je crois qu'on était... En fait, comme j'avais la tchatch, j'avais l'habitude de toujours tenir le micro. Donc, je ne sais pas par hasard que le professeur Alpha Condé m'a mis à la communication. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, je crois qu'on était sur l'estrade. Ça, c'est M. Awisso Mensa, prof de philosophie. Et on animait un peu la kermesse. J'ai commencé il y a longtemps, ces histoires-là. Hein. Mon Dieu. Alors ça, c'est mon club de foot à Grenoble. AS Grenoble Dauphiné. On jouait en championnat, c'était division régionale. On s'est bien amusé, c'était intéressant, mais ça remonte à loin tout ça. C'est pas vrai. Et ça, c'est la dernière. Qui vous a donné cette photo? Parce que moi-même, je ne l'ai pas. C'est incroyable. En fait, ça, c'était à Chambéry. Parce que quand je suis arrivé en France, en 1995, j'ai commencé d'abord par faire administration économique et sociale dans une petite ville qui s'appelle Chambéry, qui est à peu près à 45 km de Grenoble. Et ça, c'était un événement culturel qu'ils avaient organisé à l'université où tous les étudiants étrangers devaient présenter un peu leur pays. Là, j'étais au stand d'un ami béninois. Il s'appelait Karl Koukoui. Donc là, c'était son stand. Et je me rappelle que c'est moi qui lui avais fait ce graffiti-là. Bénin. C'est pourquoi je suis habillé comme ça. Tu vois, c'était pour montrer les couleurs de nos tissus et tout ça. Bon, là, ça c'est vieux tout ça. C'était ces quelques images qu'on avait gardées pour vous dans cette émission. Alors, vous êtes toujours dans l'aparté, l'émission remplie de confessions, comme je vous l'ai dit en début, et l'émission avec de très beaux souvenirs. À présent, nous allons avec la rubrique « J'avoue tout » dès après la virgule. Retour sur ce plateau de Joma TV, bienvenue si c'est maintenant que vous nous captez. Je vous l'annonçais, nous sommes avec M. Amara Somparé, ministre de la Communication. À présent, vous allez piocher 5 questions que vous allez lire et répondre. Je les pioche les unes après les autres? Oui, les unes après les autres. D'accord.
Alors, ça me rappelle les examens oraux. Là. C'était comme ça, piocher son sujet. Quel est votre livre préféré? Alors, il faut que j'en choisisse un seul. Si je dois en choisir un, je dirais L'épopée mandingue, Djibril Tamsir-Niane. Pourquoi? C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que je l'ai lu, j'étais en 8e année. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas grandi en Guinée. Je suis rentré pour la 7e, donc je venais d'arriver, et ce livre me racontait en fait l'histoire de tout le mandingue. Des noms de famille que j'entendais, mais je ne savais pas d'où ça venait. J'entendais Sundiata, j'entendais plein de trucs, mais je ne connaissais rien de tout ça. Et ce livre m'a appris tout ça. Et c'est pourquoi ça m'a énormément marqué. Je ne l'ai jamais oublié. Et je cherche d'ailleurs à racheter une nouvelle version pour le garder à la maison, pour que mes enfants puissent le lire aussi. On va avec la deuxième question. Alors, quelle est votre couleur préférée? Le blanc. Mais pourtant, vous portez du noir. Oui, mais ma couleur préférée, c'est le blanc. J'aime bien le noir aussi. Mais c'est le blanc, vous préférez? Mais je préfère le blanc. Le blanc, c'est plus pur, c'est plus propre. Le noir me va bien, c'est pourquoi j'aime bien porter du noir. Ah, d'accord. Voilà. On y va avec la troisième question. Alors, comment vous avez rencontré votre femme? Aïe. Ça, je sens la fuite de ma responsable de communication quelque part. Alors, j'ai rencontré ma femme d'une façon très, très romantique. Oh là là. Et ça va vous plaire. J'ai rougi. J'étais président du jury d'une élection Miss et ma femme était candidate. Miss Boro. Exactement. C'était en 2006. Ouais, 2006. Je peux? Oui, c'est pour vous. Ah, quand même, il faut rappeler que vous étiez parmi les organisateurs de Miss Boro entre 2007 et puis... Oui, en fait, l'agence qui a créé le concept, je suis membre fondateur de cette agence. On l'a créée en 91, quand on était en 9e année. Ça fait très longtemps, la SAISCOM. Okay. Et heureusement qu'on a un ami très solide qui a pu garder l'agence et la développer pendant que nous, on était allés étudier. Saint-Kofi était là, il a géré ça tout seul. Donc, à notre retour, parce que je suis rentré en 2005, on a essayé de... Il ne faut pas détourner ma question. Oui, oui, on a essayé de renouer un peu. Et donc, j'étais président de ce jury-là. Et j'ai vu une belle demoiselle passer, elle représentait le lycée 2 octobre. Et je me suis dit, ah, ça, c'est une fille que j'aimerais bien connaître. Mais comme c'est une élection Miss, j'ai dit, je vais attendre de voir ce qu'elle va dire. Parce qu'une fille peut être jolie, mais ne rien avoir dans la tête. Donc j'ai dit, je vais attendre de l'écouter parler d'abord, et après je déciderai si je vais lui parler ou pas. Du coup, quand elle a pris la parole pour exprimer, parce que dans l'élection, il y a une étape où chaque candidate explique ce qu'elle souhaiterait faire et tous ses projets. J'ai été encore plus séduit par sa façon de s'exprimer pour une jeune fille comme ça. Et malheureusement, elle n'a pas gagné. Elle a été première dauphine. Alors, j'ai voulu aller dans les coulisses pour remonter le moral, féliciter la Miss et tout. Et je l'ai entendu qui était en train de crier « Oui, on m'a triché, j'aurais dû gagner. » Je me suis dit « Ah, c'est pas le moment en tant que président du jury de venir parler à cette demoiselle-là, sinon elle va me chasser. » Bref, il a fallu plusieurs jours après. Comme je savais qu'elle était au 2 octobre, je l'ai retrouvée. J'ai dit à quel point elle pouvait m'intéresser, que j'aimerais bien faire sa connaissance. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Et 2 ans après, on s'est mariés. Ah, d'accord. Et c'était après vos études en France ou avant? Oui. Non, après. J'étais rentré en 2005. J'avais commencé à travailler déjà. D'accord. On y va avec la prochaine question. On en a fait combien là? 3 ou 4? Oui. 3. Il reste Donc, 2 il en questions. reste 2. J'espère que ce n'est pas tout le panier. Vous êtes un leader ou un manager? C'est une excellente question, ça. Je dirais que je suis les deux. Leader parce que je possède un leadership. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu la chance ou l'avantage de tirer mes amis vers moi. C'est-à-dire quand je me retrouve dans un groupe, sans faire exprès, je me retrouve toujours à diriger ce groupe-là. Donc la capacité de leadership, je l'ai. La capacité managériale aussi, je l'ai développée avec le temps.
Parce que manager, un bon manager, c'est quelqu'un qui réussit à tirer le meilleur de ses équipes, à faire travailler des gens très différents, des gens parfois qui n'ont pas envie de travailler ensemble, à réussir à les faire travailler ensemble et à tirer le meilleur d'eux. C'est ça un bon manager. Ce n'est pas donner des ordres, des instructions, non. C'est créer cette osmose, cette homogénéité qui permet après d'avoir de bons résultats. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, j'y arrive quand même. Donc je dirais que je suis un peu des deux. On va avec la dernière question, la toute dernière. Bon, je vais bien me pencher là, comme ça, je vais éviter une question piège. Ah, j'en ai pris deux. Gauche, droite. Plus souvent, moi, c'est droite. D'accord. Quel est le défaut que vous supportez le moins? Chez moi ou chez les autres? Les deux. Le défaut chez moi que je ne supporte pas. Peut-être votre côté perfectionniste ou... Ça, c'est pas un défaut. Si, parfois. Parfois, si. Oui, Comment en fait, je dirais plutôt mon côté... Oui, c'est vrai que parfois, ça rend la vie impossible à certaines personnes autour de moi. Parce que moi-même, mes costumes sont classés par couleur dans mon armoire. C'est pour vous dire. Je suis comme ça. J'aime les choses ordonnées, organisées. Et c'est vrai que parfois, ça peut déranger. Surtout mon épouse. Parce elle doit respecter les couleurs. Ouais, c'est pas facile. Non, je sais que parfois, je suis pas facile à vivre. Hein, mais bon, c'est vrai que c'est un défaut. On est d'accord. Ensuite, chez les autres. Alors, le défaut que j'aime pas chez les autres, la vanité, le manque d'humilité. J'ai horreur de ça. Ça, je supporte pas ça. C'est tout pour le moment. Alors, c'était la petite rubrique J'avoue tout qu'on met pour détendre l'atmosphère. On va revenir encore à vous. Vous êtes père de 5 enfants et décrivez-nous un peu le type de père que vous êtes pour vos enfants. Oula, bon. J'ai la chance d'avoir un seul garçon et 4 filles. Les filles sont douces par définition, donc je n'ai pas besoin d'être un père trop dur en réalité. Je suis dur avec mon garçon parce que je veux lui inculquer les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi-même j'ai appris de mon père. Donc c'est vrai qu'avec lui, je suis parfois un peu dur, mais bon, jamais sans trop déborder, quoi, juste ce qu'il faut. Avec mes filles, je suis plutôt un papa gâteau. Parce que quand on leur demande, vous préférez être avec papa ou maman, c'est toujours avec papa. Donc, il y a bien une raison à ça, c'est que je suis un peu trop doux avec elles. Voilà, donc c'est un peu des deux, quoi. Alors, il y a un petit détail que tout le monde ne connaît pas forcément. Vous avez toujours tenu à être présent à la naissance de vos enfants, et malgré vos obligations professionnelles. Pourquoi? Écoute, la grossesse, les gens oublient souvent que la grossesse est très difficile à vivre pour les femmes. Non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. L'accouchement, c'est encore beaucoup plus difficile. Et au moment où une femme donne naissance à un bébé, comme on le dit dans la religion musulmane, Dieu ouvre les portes du paradis et sa place est réservée, parce qu'elle peut mourir à tout moment. Il ne faut jamais oublier ça. Donc soutenir une femme dans cette période, surtout lorsque c'est votre enfant qu'elle met au monde, c'est votre épouse, vous ne pouvez pas partager sa douleur, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez pas partager toutes les souffrances qu'elle a subies pendant les 9 mois. Votre corps ne s'est pas déformé, c'est son corps qui s'est déformé. La moindre des choses, c'est au moins de la soutenir quand elle accouche. Au moins. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et comment vous arrivez aujourd'hui à partager votre temps de travail et votre rôle de père? C'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que la charge ministérielle me prend énormément de temps, surtout lorsque l'on veut bien faire, lorsque l'on veut servir son pays de la façon la plus honnête et entière possible. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de concilier les deux. Mais j'essaye de trouver des petits moments pour passer du temps avec eux, discuter un peu avec eux, revoir ce qu'ils font à l'école, essayer de les encadrer. J'essaye de les faire énormément lire. Et à chaque fois que je leur donne un livre, après je leur demande le compte rendu oral
comme mon papa me faisait aussi la même chose. Donc voilà, Vous payez j'essaye. pour vous, quoi. Non, mais je trouve que c'est une bonne méthode parce que ça m'a appris énormément. Moi, ma culture générale, elle vient de là. Quand je venais en vacances, à l'époque, j'étais à Dakar à l'école primaire. Tous mes amis allaient jouer au foot, traîner, jouer au billes. Le matin, de 9 h à midi, je lisais. Mon père, il avait des encyclopédies qui s'appelaient Encyclopédie de la jeunesse. Il sortait une encyclopédie avant d'aller au boulot, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la journée continue. Il me disait, tu me lis de la page 1 à la page telle. Je m'assois, il va au travail. À midi, quand il vient manger, il m'appelle. Ah, parle-moi un peu de l'Empire romain, parce que c'était sur l'Empire romain. Qui était César? Qui était Auguste? Pourquoi Auguste est mort? Pendant tout le déjeuner, c'était ça. Quand je finis, il me dit, ok, tu peux aller jouer. Donc, vous avez réussi à partager le temps il a réussi à vous faire partager le temps pour le sérieux et également le temps pour profiter de votre enfance. On était en vacances, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que toutes les encyclopédies que j'ai lues, je les ai encore, hein, je les ai ramenées à la maison pour mes enfants aussi. Qui vont suivre les mêmes. Ah, ça va être la même chose. Ils ont commencé déjà. Félicitations. Et on dit souvent que derrière un grand homme, il y a toujours une brave femme. Pour vous, c'est qui? Il y a peut-être 2 braves femmes derrière moi. Il y a mon épouse, bien entendu, mais il y a aussi ma mère. J'ai une mère extraordinaire parce qu'elle est très pieuse et elle passe tout son temps à faire son maximum pour que nous, ses enfants, nous ne manquions de rien. Spirituellement, affectueusement et même en termes de, je dirais, de sécurité psychologique. Elle est là, quoi. Elle est toujours là. Elle prie énormément pour nous. Elle ne fait que ça. Ma mère se réveille tous les jours à 3 h du matin, rien que pour faire des zikrs pour ses enfants. Tous les jours. Depuis combien d'années? Tous les jours. À 3 h 30 du matin, elle est debout. Elle commence jusqu'à la prière de l'aube. Après, elle se recouche. Ah, il n'y a qu'une mère pour faire ça. Alors, et votre femme? Non, ma femme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle est au quotidien avec moi, elle me soutient. Et depuis qu'elle a découvert ma mère, elle aussi, elle essaye de se réveiller à 3 h du matin pour faire des prières. Même si c'est pas facile. C'est pas facile, elle est jeune encore. Bon, elle va, petit à petit, elle va y arriver. Mais déjà, le simple fait d'avoir la volonté, de penser à le faire, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, si elle est là, elle partage son avis avec moi sur beaucoup de sujets. Et puis, voilà, elle me soutient du mieux qu'elle peut. Alors, quand moi je préparais cette émission, j'ai approché beaucoup de vos proches et qui clament que vous êtes le seul ministre qu'ils voient répondre à leur appel, aux appels de leurs amis et même les numéros inconnus. Et alors, moi je voulais vous demander vraiment pourquoi vous teniez tant à rester aussi humble. Écoutez, déjà parce qu'on m'a éduqué comme ça, j'ai grandi comme ça, donc ça fait partie de moi, je ne force pas. Et deuxièmement, parce que un poste ministériel, c'est un contrat à durée déterminée. On n'est pas ministre pour la vie, on est ministre pour un temps. Et ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on doit oublier tout ce qu'on était avant ou tout ce qu'on faisait avant. Puisqu'après ce poste ministériel, on va retourner à notre vie d'avant. Alors pourquoi faire semblant d'oublier ou de mettre une croix sur ces gens-là que tu es censé retrouver une fois que tu ne seras plus en fonction? Donc si tu les oublies pendant le temps où tu es ministre, mais le jour où tu ne le seras plus, eux aussi, ils vont te tourner le dos. Ils vont dire, ah, comme tu pensais qu'on n'existait plus, tu pensais que tu étais arrivé je sais où. C'est logique, à leur place, je l'ai fait pareil. Alors, je m'efforce de ne pas le faire. Je m'efforce de rester en contact avec mes amis. Quand ils m'appellent, je m'efforce de décrocher ou de les rappeler quand je ne peux pas sur place. Parce que c'est normal. Je vais me coiffer au même endroit. On me dit, mais un ministre, non, tu appelles le coiffeur à la maison. Je dis, mais pourquoi? Je venais me coiffer ici avant. Quand je serai plus ministre, je reviendrai ici. Où est le problème? Aujourd'hui, vous êtes ministre de la Communication. Demain, quand vous ne le serez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Oula, beaucoup de choses. Déjà, j'ai envie de faire un MBA. J'ai toujours rêvé de faire un MBA. Il y a un institut qui est spécialisé en économie du développement où je rêve de faire un MBA. Il se trouve en Suisse. Donc ça, c'est un projet que j'ai. Et ensuite, si l'État n'a plus besoin de moi à une autre fonction, ben, je reviendrai dans le secteur privé où j'ai commencé ma carrière professionnelle. Vous allez créer votre propre entreprise ou vous allez continuer avec les sociétés privées?
Je verrai, ça dépendra des opportunités, mais je pense que le secteur minier m'intéresse beaucoup parce que j'ai passé beaucoup d'années dedans. Déjà, j'ai fait 9 ans, 9 ans de travail dans le secteur minier, je le connais bien. Je pense que ce serait pas mal de retourner pour un début là-bas. Et après, on verra. Alors, Monsieur Amara Samparé, nous, ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'Aparté. Nous espérons que vous avez aimé les minutes qu'on a passées ensemble. Plaisir partagé et je vous remercie très sincèrement pour l'invitation. Alors voilà, c'est la fin de cette émission et comme vous l'avez constaté, on était avec le ministre de la Communication qui nous a ouvert son cœur, qui nous a fait même des confidences. Vous avez même remarqué des côtés cachés de lui qu'il vous a également montré. Et quant à moi, je vous remercie, mais surtout je remercie l'équipe technique qui m'a aidé pour la réalisation de cette émission. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro et un autre invité. Au revoir.